Quand le jour a fermé, je me suis retrouvé dans un projet collectif de la CSN et de la CEQ. C'était d'écrire, parce qu'il n'y avait aucun livre qui avait été écrit, on était rendu en 76-77, sur l'histoire du mouvement syndical au Québec. Alors, moi, j'ai eu la chance de travailler avec un grand bonhomme qui s'appelait Stanley Ryerson, un communiste. Enfin, il n'était plus communiste à ce moment-là, mais un gars qui a été très important dans le Parti communiste canadien, qui était historien à l'UQAM. Il y avait aussi Hélène David, qui était une sociologue du mouvement du travail, qui était à notre comité, notre collectif. Il y avait Céline Saint-Pierre, aussi prof en sociologie à l'UQAM. Et j'en oublie sûrement une couple, là. Et on a travaillé une couple d'années ensemble, à partir des recherches qui avaient été faites un peu partout pour faire, ça s'est appelé l'histoire du mouvement ouvrier au Québec. Ça a tellement marché, ce petit volume-là, enfin un grand volume avec des photos, beaucoup de photos, puis une chronologie, tout, qu'on est obligé d'en faire une deuxième édition. La première édition est parue en 79, puis la deuxième en 84. Enfin, on avait un livre qui racontait un peu l'histoire des luttes que les travailleurs, les travailleuses avaient fait depuis, puis ça remontait loin. J'ai appris tellement de choses. Pourtant, je travaillais dans le mouvement syndical, mais on ne connaissait pas notre histoire. Puis des fois, je dis, on ne la connaît pas aujourd'hui encore. Il y a tellement de luttes qui sont survenues, puis qui sont oubliées, malheureusement. Alors ça a été un très beau projet, ça, d'apprendre un peu d'où on vient comme mouvement syndical, puis les luttes qui ont été menées, qui sont considérables. Tu as travaillé à Radio-Canada pendant 2 ans? 4 ans. 4 ans? 4 ans. J'étais entre autres à l'émission Présent. 78 à 82, j'étais journaliste puis animateur parfois à l'émission Présent. C'était une émission d'affaires publiques. C'était quotidien. J'ai connu là plein de journalistes. Là. Quand j'ai commencé à travailler, j'étais avec Michel Lacombe. J'étais avec des gens qui sont devenus des vedettes par la suite à Radio-Canada. Mais c'était une émission où on faisait on essayait de couvrir les événements là, qui se passaient avec avec un peu de recul. Là. Alors, on invitait des acteurs des événements, puis des professeurs. J'avais toute ma liste de professeurs invités qui pouvaient venir. J'essayais de choisir ceux qui étaient le plus à gauche, évidemment. Mais c'était une belle période aussi. Il fallait faire attention, évidemment, à Radio-Canada. Il faut que tu sois objectif, entre guillemets. Là. Et ça a été une période... où j'ai fait du journalisme assez straight, là. C'est malgré... Mais heureusement, j'ai réussi à rentrer grâce à des journalistes que j'avais connus avant. Dans le mouvement syndical, là, des gens comme Gilles Garriépi, André Béliveau, qui étaient mes patrons, qui étaient des progressistes aussi. Alors, on a eu une belle période à Radio-Canada, et c'est de là mon séjour à Radio-Canada qui est venu le projet de livre dont je t'ai parlé sur le FNQ. Le FNQ, oui. Un coup de téléphone en 83 de Normand Caron. Maudit Normand Caron. Encore? À nouveau. C'est encore mon ami d'enfance, Normand Caron, qui étudie au Collège Sainte-Marie avec moi aussi. Alors, Normand, il dit, Louis, il dit, on lance une patente, là. Il dit, ça va s'appeler le Fonds de solidarité des travailleurs du Québec, FTQ. Puis là, la loi va être votée là, au mois de juin 83. C'était une loi parrainée par Bob Dean, un syndicaliste de la FTQ.
que j'avais connu, parce que j'ai connu tous ces gens-là, André, quand il y a eu les grèves, hein, United Aircraft, j'ai connu Bob Dean, Firestone, c'était d'autres, le secteur public. C'était pas du tout là, le mouvement syndical que j'avais connu. On lance un fonds de solidarité là, pour mettre de l'argent là, dans des compagnies, puis sauver des emplois, puis créer des emplois. J'ai dit, t'es pas sérieux? Je me souviens. Il dit, oui, puis il dit, on aura besoin que tu nous donnes un petit coup de main. Il dit, as-tu 3 mois, là, juste pour lancer ça, pour faire une conférence de presse, un petit dépliant. Je me souviens d'un peu par un dépliant avec Normand. Et puis, il y avait 4-5 employés. Là. Quand je suis arrivé, parce là, que c'était vraiment un petit bureau, mon vieux, un petit bureau sur la rue Sherbrooke, au coin de Saint-Hubert. Un petit cochon, je dirais. Là. Il y avait Normand, il y avait Maurice Prudhomme, qui était un gars qui venait de la Société de développement des coopératives, qui était à l'étage au-dessus. Nous, on était à l'étage en dessous. Et on voyait Claude Blanchette qui venait faire un tour de temps en temps. Et Jean-Guy Frenette était un des pères, évidemment, un des concepteurs du Fonds de solidarité. Alors là, j'ai appris comment la FTQ avait pensé tout ça. Et puis, j'ai rencontré Laberge, c'est Fernand Daou qui m'a engagé officiellement. J'ai dit OK. J'ai dit juste, au début, c'était vraiment par curiosité, hein, c'était plus pour aider Normand. Parce que tu n'avais aucune notion de la finance. Je connaissais un peu le monde économique, mais j'étais pas... Alors, je suis allé pour 3 mois et je suis resté finalement 7 ans. Je me suis pris le bras dans le tordeur, comme dit. Tu es même devenu ma femme, vice-président. Vice-président en communication. Et c'est un des plus beaux projets, évidemment, que j'ai fait de ma vie, hein, mais ça n'était pas facile. Non, tu l'as vu naître là, à partir de rien. J'étais dans les pionniers du fond. Et que ça a été une grosse bataille, même à l'intérieur du mouvement syndical, parce que tu sais les débats qu'on a eus à l'époque. Il y a beaucoup de gens qui trouvaient que c'était pas la job des syndicats de faire ça, que c'était trahir la classe ouvrière. Tout entendu, moi, j'ai des gens qui étaient des amis même, qui après ça, m'ont pas parlé pendant 2-3 ans. Ça a été une période difficile, mais ça m'a montré que le mouvement syndical, c'est une grosse machine. Hein, et tu as des tendances, puis c'est dur à déplacer. Et je dis chapeau à Louis Laberge parce que ce projet-là n'aurait jamais vu le jour, ça, le courage, la ténacité. Je dirais même, tu sais, c'était un peu téméraire, la témérité de Louis Laberge. Mais Louis Laberge, je voyais, puis il faut se rappeler ça, les gens qui n'ont pas vécu, le début des années 80, ça a été la pire crise économique qu'on a eue. Il y avait pas loin de 15 % de chômeurs au Québec à certaines périodes. Là. Alors, je me souviens, le taux moyen en 82, quand le fonds a été... on a commencé à en parler, c'était 14 % de chômage. Et là, l'emploi est devenu un peu la question numéro 1. Hein. À cette époque-là, il n'y a pas de négocier des meilleures conditions de travail et de salaire. C'était pas... Les entreprises fermaient, ils pouvaient pas... ils faisaient des mises à pied partout. Et je comprends que les syndicats du secteur privé, heureusement, à la FTQ, tu as une grosse majorité à cette époque-là. Des métallos, des travailleurs d'automobile, machinistes, le commerce. Les syndicats du secteur privé ont poussé beaucoup. Le CFP était pas mal à reculons. Et puis, ça a été difficile de convaincre les gens du secteur public à un moment donné. Il faut que tu améliores la situation dans le privé si tu veux avoir des meilleurs services publics puis tout ça. Hein, c'est essayer de faire le lien. Alors, Normand puis moi, on a préparé beaucoup de cours, de formation. Je me suis promené, j'ai dû rencontrer, je sais pas, quelques centaines de syndicats locaux pour faire la propagande du fonds. Et puis, à toute heure du jour et de la nuit, hein, c'était quoi, 400 000 membres à l'époque, là, quand on a lancé le fonds. Celles et ceux qui sont en faveur de l'adoption de la déclaration de politique sur le fonds de solidarité, voulez-vous vous lever, s'il vous plaît? Et puis, alors, j'ai fait beaucoup d'assemblées syndicales à Montréal, surtout, mais en région, pour convaincre il fallait convaincre les syndicats un par un, les sections locales, puis pour qu'ils forment des responsables locaux. Et qui a été notre grand réseau à l'intérieur de... D'ailleurs, Normand Caron, on parle justement... était un peu l'artisan de... L'entrevue de Ferrisson que Normand a fait, là, il explique comment il a formé tout le réseau des responsables locaux, qui était un autre poste à l'intérieur du mouvement syndical. Tu as des gars qui s'occupaient de santé-sécurité, d'autres s'occupaient... Ça prenait des gens qui s'occupaient un peu de la finance, des REER, des impôts, Mais ce réseau-là qui existe toujours, c'est quand même assez particulier. Il n'y a pas grand-chose de semblable dans d'autres institutions. C'est absolument unique. C'est ça qui nous a permis de bâtir le Fonds de solidarité. Puis,
Alors moi, c'est ça, j'ai appris à connaître aussi Louis Laberge beaucoup plus intimement, hein, les conseils d'administration du fonds, puis Fernand Daou, les dirigeants. Jean Gérin-Lajoie est un de ceux qui a poussé mon vieux. Il était déjà plus directeur des métallos, il était derrière, mais c'est une des personnes avec Jean-Guy Frenette, oui. Et puis parmi les concepteurs là, de tout ça. Alors, c'était un beau projet. On le voit aujourd'hui, on se dit, bon, c'est comme si ça avait toujours été là, mais laisse-moi dire qu'au début, là, c'était convaincre les gens un par un, oui. Et ça a été de la grosse ouvrage. Et ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'était de lire de temps en temps des professeurs d'université. Je donne les noms, là. Jean-Marc Piotte, Louis Gill, qui regardait ça de loin, de la Tour d'Ivoire, là, à l'université, puis qui disait, Louis Gill a dit, ça va être comme Tricophile. Hey, ça t'aide, mon vieux, c'était le titre. Le Fonds de solidarité, un nouveau Tricophile. On venait de partir, là. Puis Jean-Marc Piotte, il a dit, ça marchera jamais, les travailleurs vont perdre leur argent là-dedans. C'est épouvantable de venir. Alors, tu sais, tout ce qui se disait à l'extérieur puis à l'intérieur, là, à un moment donné, tu finis par te faire une carapace parce que sinon, tu fais jamais rien. Hein. Mais c'est un des plus beaux projets auxquels j'ai participé. Et c'est des bénévoles, quand tu penses à ça, Normand raconte ça dans son entrevue, hein. C'est tous des bénévoles. On leur payait des petits lunchs de temps en temps quand on faisait des réunions de RL, là. Mais tu sais, des bénévoles, comme les mouvements... Ceux qui ne sont pas libérés dans le mouvement syndical, ils font quand même des actions. Hein. C'est une force extraordinaire. Hein. C'est quand tu dis, c'est hallucinant des gens qui se mettent ensemble, là, hein, puis qui ont un objectif, là, puis qui veulent le réaliser. Là, c'est pour ça qu'après ça, tu es content de ce que tu as fait, parce que tu te dis quand même, c'est pas... On n'a pas eu trop... On a eu des échecs, mais tu apprends tellement de tes échecs. Québec Presse, un échec, hein, le jour aussi, mais... On a continué pareil, hein, c'est pas... Louis, il avait des formules, puis je pense qu'il le savait, puis il l'utilisait évidemment quand il y avait des assemblées. Il y avait toujours un mot d'humour quelque part, surtout quand c'était tendu. Il arrivait avec une blague, puis je l'ai vu au conseil d'administration du Fonds de solidarité, à un moment donné, ça se poignait dur, et puis Louis arrivait avec une petite farce. Et puis là, tu sentais que tout le monde se mettait à rire. Et il faut apprendre à avoir le sens de l'humour dans la vie. Moi, ça m'a aidé aussi beaucoup, parce que tu vis des situations tellement difficiles des fois. Quand dans le mouvement syndical, là, c'est pas toujours rose, puis si tu ris pas un peu, et si tu n'apprends pas à faire des blagues, puis que même de l'autodérision par rapport à ce que tu fais aussi, hein. On fait des bêtises des fois, puis il faut le reconnaître, hein. On n'est pas... Puis il n'y a personne qui est parfait. Alors moi, j'ai toujours été un peu blagueur. Il y avait des petites phrases là, qui répétaient souvent. Je ne sais pas si tu peux nous en remémorer quelques-unes. Bien, André, je les ai même écrites pour être sûr de bien citer Louis Laberge, parce que c'est des choses qui sont dans la biographie de Louis que j'ai écrite. Alors, entre autres, une qui me faisait toujours rire, qui disait assez souvent, surtout quand on a fondé le Fonds de solidarité. Alors, Louis disait, avec les patrons, on peut s'asseoir à la même table sans coucher dans le même lit. Ça, c'était une de ses déclarations pour montrer que le mouvement syndical est capable de discuter avec les boss sans s'effoirer, puis tout ça. Il y en avait une autre aussi, qui est assez célèbre, qui a été reprise par Henri Massé, puis les autres présidents qui ont suivi, Clément Godbout, avec qui j'ai travaillé. Alors, la CEQ, la CSQ l'écrit, la CSN le dit, mais la FTQ le fait. Oui. Et une dernière que j'ai gardée. Alors, il disait, pour les patrons, l'avenir appartient à ceux dont les ouvriers se lèvent tôt. Ça, c'est du vrai Louis Laberge. Louis Laberge avait aussi une bonne voix. Et il avait appris, Louis, il m'avait raconté, je ne sais pas si je l'ai écrit, il avait suivi des petits cours, hein, parce que ça s'apprend, ça. Oui. Il avait suivi 2-3 cours de diction avec une madame à l'époque, et puis je pense que je l'ai pas écrit ça. Et, parce que Louis, c'est un gars qui parlait bien, un ouvrier, hein, mais qui avait appris à parler, puis qui faisait des phrases, là, tu sais. C'est pas, il parlait pas joual, Louis Laberge, il était capable de sacrer, mais il était capable de... Avant d'aller à la centrale, j'ai écrit 3 livres. 3 livres, mais payés par le Fonds de solidarité, il faut le dire. Hein.
en jasant avec Laberge, Daou, puis Frenette, tout ça, et on dit que ça serait intéressant de raconter comment le fonds s'est bâti. On était rendu en 90, là, ça commençait à être bien. On avait atteint un niveau, là. Donc, je me suis mis là-dedans. J'ai écrit l'histoire des débuts du fonds, puis là, ça a été intéressant. Solidarité Inc. J'ai fait le tour. Solidarité Inc., c'était un livre que j'ai eu du plaisir à écrire. Puis là, je m'apprêtais à revenir. Et là, Louis Laberge a pris sa retraite comme président de la FTQ. Mais il restait quand même président du Fonds de solidarité. Et puis là, c'est lui-même qui m'a dit, Louis, il dit j'ai eu une belle vie dans le mouvement syndical. Il dit, ça serait bien de raconter ça à nos membres et puis aux autres. Alors là, ça a été le livre que j'ai eu le plus de plaisir à faire parce que j'ai ri, mon vieux. J'ai ri avec Louis Laberge, là. Oui. Les anecdotes, là. J'en ai raconté plusieurs dans le livre. J'allais à l'Assomption, où il restait à l'époque 2-3 fois par semaine. Et puis, pas trop de bonheur avec Louis. J'arrivais vers 10h30, 11h. Et puis, 1 heure après, on prenait une petite bière. Et ça allait assez vite dans la bière avec Louis. Et puis, et j'ai déjà bu du mouton cadet avec lui aussi, parce qu'il aimait beaucoup. Là, ça, c'était son vin. C'était le mouton cadet frappé. Frappé, c'est ça, dans un seau à glace. Et Louis a accepté, c'est ça qui m'a surpris, là, il n'a rien coupé. Il a lu le livre, des petites niaiseries, là tu as oublié un nom que je t'avais donné, là, mais tout le bout sur la construction, entre autres, là, j'ai écrit que Louis Laberge, il avait été trop mou. Il aurait dû intervenir avant. Puis Louis a dit, c'est vrai, il dit ça c'est pas la période la plus glorieuse de ma vie. Puis je l'ai trouvé très... il n'y a rien censuré. Il n'y a rien censuré. Puis évidemment, moi, c'est sûr que j'avais une sympathie naturelle pour mon héros. Alors j'ai écrit beaucoup de choses positives sur lui, mais en même temps, un homme, c'est pas tout blanc puis c'est pas tout noir. Hein. Il faut raconter les moins bons coups. Ça a été toute une aventure d'interviewer Louis Laberge. Et après ça, un autre livre. Alors, sur l'histoire de la FTQ, le tome 2. La FTQ avait donné le contrat d'écrire son histoire à Léo Robac, mais il est décédé entre-temps. Et là, la FTQ a donné le contrat à Émile Boudreau, un vieux ratoureux, comme tu sais, du mouvement syndical, un vétéran. Émile, c'est un de mes grands amis. Il a relu tout ce que j'ai écrit. Je faisais toujours lire à Émile Boudreau. C'était un de mes lecteurs, Émile. Et sa femme, Gertrude, aussi, qui me corrigeait, me corrigeait mes virgules. Émile a écrit ça jusqu'au début des années 60, l'histoire de la FTQ. Puis moi, j'ai commencé avec l'élection de Louis Laberge en 64, puis j'ai fait jusqu'à 90 à peu près. Alors là, ça a été mon 3e livre. Mais là, je commençais à être fatigué. Parce que les 3, ça s'est succédé. C'était un à la suite de l'autre. En ligne, c'est ça. Puis toujours chez le même éditeur, Québec-Amérique. J'ai toujours publié mes livres. C'est un gars que j'aimais beaucoup, Jacques Fortin, un Beauceron. Et c'est lui qui a publié tous les livres que j'ai faits, Jacques Fortin. Et qui avait une très bonne diffusion parce que grâce à lui, au moins, tu avais un réseau de distribution. Ouais. Quand tu publiais à l'interne, des fois, tu ne sais pas comment le distribuer. Puis lui, ça allait partout. Hein, donc, ça a fait connaître la FTQ. Ces 3 livres-là ont fait connaître la FTQ partout. Et là, je me suis arrêté. J'ai été essoufflé. J'ai eu un appel de Clément Godbout, que je connaissais assez bien, qui était devenu président de la FTQ. Oui, il était nouvellement président. Oui. C'est ça, qui avait remplacé Fernand. J'ai toujours eu une bonne relation avec Clément. Quand il m'a appelé, c'est ça, il m'a dit qu'il y avait un poste qui se libérait aux communications pour les relations publiques, pour les conférences de presse, pour l'extérieur. C'est André Messier, que je connaissais bien aussi, qui était le directeur du service. Alors moi, j'ai pris la partie relations publiques avec Clément. Ça m'intéressait finalement de revenir. Je me suis dit, bon, tant qu'à faire, après le Fonds de solidarité, on va faire la FTQ. Je suis resté une douzaine d'années jusqu'à ma retraite. Et ça a été aussi une très belle partie de ma vie, parce que c'est une centrale tellement, j'allais dire, différente des autres. J'ai connu un peu la CSN, comment que ça fonctionnait. Puis c'était beaucoup moins de gens, le noyau, là, qui était à la centrale, mais en même temps, toute cette décentralisation-là.
tout ce qui va, puis l'autonomie des syndicats, puis la façon que c'était bâti, là je l'ai vu. Je l'ai vu à l'œuvre, là, comment ça fonctionnait. Et pour moi, ça a été, pas une révélation, mais travailler dans ce milieu-là, là, j'ai beaucoup aimé. Et Clément Godbout, j'ai eu Clément comme président, je voulais dire, et puis ensuite Henri Massé. Je me suis bien entendu avec Henri, même si Henri a plus mauvais caractère que Clément. Henri, laisse-moi dire que des matins, quand il me faisait venir dans son bureau, il avait vu quelque chose dans le journal, là, puis il n'était pas de bonne humeur. Alors Henri, Henri, il te disait tout de suite. Ah oui. Après ça, c'était oublié. Mais Henri te disait tout de suite. Clément était un peu un gars comme ça aussi, mais Clément un peu plus smooth. Tu sais. Et j'ai bien aimé travailler avec les deux. Pour moi, l'information, c'était ma vie. Finalement, je continuais à faire de l'information engagée. Et ça me plaisait de faire la publicité de la FTQ, de faire connaître les bons coups de la FTQ. Puis j'avais des bons contacts que j'avais gardés dans le milieu journalistique. Alors ça m'a beaucoup aidé, évidemment. Hein. Tu sais, quand tu connais un tel, ça va plus vite à Radio-Canada. Puis, une période que j'ai beaucoup aimée à la FTQ, c'est que j'ai fait le référendum de 95. Oui. Je venais d'arriver, je suis arrivé en septembre 94, le PQ venait d'être élu, Jacques Parizeau. Et le référendum est arrivé un an plus tard. Et la FTQ s'était entendu que les syndicats libéraient des permanents pour aller travailler à plein temps au Comité national du oui. J'ai encore ma petite cocarde de Comité national du oui. J'étais avec Michel Rioux de la CSN, que je connaissais bien depuis longtemps, puis Hélène Gilbert de la CEQ. On formait un petit groupe, puis on faisait des communiqués, on faisait un petit bulletin interne pour les gens qui travaillaient au Comité national du oui. Et ça a été mon plus gros trip, finalement, et la plus grosse peine d'amour que j'ai eue avec le résultat. Mais au moins, on apportait dans le Comité national du oui, les syndicats étaient très présents. Ça a été une des belles périodes dont je me souviens. Les gros conflits qu'on a eus à un moment donné quand on a fermé le port de Montréal. C'est quand il fallait faire des actions. Et silence, mon vieux, jusqu'à 4 heures du matin, là, le jour où ça commençait. Il ne fallait pas rien dire aux médias. Tout ce que les médias savaient, c'est quelque chose qui s'en venait, qui serait assez gros. Et puis là, ça a été pendant une des luttes. C'est sur la loi 45. La loi 45, c'est ça, la fameuse loi. Je me souviens même plus du nombre de batailles qu'on a faites. C'était effrayant. C'était une après l'autre. Hein. Il y avait... On était tranquille, puis là, on apprenait qu'il y avait une grève quelque part, où il fallait que Clément y faire un tour. Alors là, j'y allais avec lui. Ensuite, Henri, c'était pareil. Et je sais qu'Henri m'avait demandé à un moment donné, il dit, Louis, là, il faudrait qu'on frappe fort dans les médias. Là. Il dit, je ne suis pas très connu. Puis je te le dis, hein. Il dit, on va faire quelque chose, Henri. Bien, on a fait la première page de la revue L'Actualité, avec une photo d'Henri souriant. Henri, parce qu'Henri passait pour un gars qui était toujours méchant, pis ça. Et là, Henri est souriant. Tu sais comment il peut être charmeur quand tu veux. Clément Godbout, c'est la même chose. C'est des gens qui ont l'air tough. Des fois, je disais ça aux journalistes, ben oui, mais c'est du monde comme les autres, là. Ils sont capables de vivre aussi. Mais c'est sûr que quand tu organises des rencontres avec les médias, tu as toujours l'air tough, hein, parce que tu es toujours en train de faire une bataille. Là. Et puis à un moment donné, je disais à Henri, fais quelque chose d'un peu plus drôle. Là. Fais comme Louis Laberge. Puis, Laberge, c'était un peu un modèle pour moi. Je regarde là, dans les syndicalistes qu'on a eus. Hein. Fernand, à sa façon aussi, parce que Fernand parlait bien. Et ça, c'est pour moi, la langue française, c'est tellement... tout ce qu'on a fait à la FTQ pour la langue française, laisse-moi dire, c'est à peu près parmi les plus belles choses qu'on a faites. Hein. Mais il faut, quand tu parles aux médias, il faut que tu t'exprimes bien. Et puis, il faut que tu les fasses rire un peu aussi. Tu sais. Mais au début des années 70, est-ce que tu voyais ça comme ça, la FTQ? Est-ce que tu l'apercevais comme ce que tu as découvert quand il était plus tard? Bien, la FTQ est une centrale qui a changé, hein, évidemment, qui est devenue plus québécoise, comme tu le sais, hein, toutes les batailles qui ont été faites. Quand j'ai commencé dans le mouvement syndical en 69, tu vois, mon syndicat était affilié au CTC, le Congrès du travail du Canada. Ce qui n'est pas normal, tu sais, c'est en même temps, là, j'aurais dû être affilié directement à la FTQ, mais en tout cas, après ça, il y a eu des syndicats affiliés directement. Alors, au début, la FTQ était vue comme une centrale plus canadienne, plus fédéraliste aussi, plus, tu sais, mais je savais qu'il y avait des gens comme Daou, puis je savais qu'il y avait des gens comme Gérard Lajoie, et
Et cet aspect-là, pour moi, la FTQ a évolué. Puis ce que j'ai le plus aimé de la FTQ, c'est son pragmatisme. Et puis en même temps, un projet de société qui n'a jamais été caché. Tu sais, la social-démocratie, la FTQ était déjà avec le CCF, le NPD, longtemps avant que la CSN fasse de la politique. Donc la FTQ, dans le fond, c'était la grande lignée syndicale au Québec qui remonte aux syndicats internationaux, puis qui était majoritaire. Les premiers syndicats. Tout le temps, qui a toujours été majoritaire. Et ça a passé vite, ça a passé tellement vite ces années-là, 10 ans, que... Et des fois, je me dis, je recommencerai, tellement j'ai aimé cette période-là. J'ai été obligé de partir finalement parce que j'ai eu des problèmes de santé. Parce que suivre ces gens-là, j'allais dire 24 heures par jour, 7 jours par semaine, c'est dur pour la santé. Alors, j'ai regardé mes affaires, puis j'avais 61 ans. Et puis je me suis dit, je pense que je suis mieux de faire attention à ma santé. Mon cher Louis, c'est vraiment un tour d'horizon qu'on a fait ensemble, emballant, parce que ça nous rappelle des époques merveilleuses qu'on a vécues intensément. Et grâce à toi, on a pu revoir des événements qui ont marqué vraiment l'histoire du Québec, pas seulement l'histoire du mouvement syndical.